Après Nintendo et PlayStation, vous reprendrez bien un peu d'Xbox? Non? Vous vous en foutez? Parce que vous êtes français et que chez vous c'est perçu comme une marque de loser? Ah d'accord. Mais pourtant, vous avez cliqué sur cette vidéo, donc ça vous intéresse? Ça tombe bien, moi aussi. Bon, on est entre nous alors. On va pas conquérir le YouTube Game, mais on va se donner quelques recommandations. Le Game Pass, ça fait un moment que pour moi c'est la meilleure formule d'abonnement du gaming. Seulement, Microsoft commence à en avoir conscience, alors ils montent leur prix, via différentes méthodes. Comme limiter les sorties Day One à sa formule Ultimate, qui coûte 18 balles par mois maintenant. Quand même. Merde, quand même. Mais le monde merveilleux du jeu vidéo ne se résume pas qu'à ce qui est sorti ces 6 derniers mois. Si vous prenez un Game Pass standard, 5€ moins cher, vous avez déjà de quoi faire. En fait, le meilleur plan, je trouve, si tu joues sur Xbox, c'est de te prendre l'Ultimate uniquement pour les jeux très récents, et dès que tu les as finis, tu switches sur le standard pour accéder au reste du catalogue moins cher. Et bien sûr, dès que tu passes un jeu physique, tu résilies tout pour pas payer dans le vent. Donc voici ma sélection des meilleurs jeux du Game Pass standard, en privilégiant ceux que je considère comme des bons plans à faire dans votre abonnement. C'est-à-dire des aventures qui prennent pas 50 heures à terminer, histoire qu'en un seul mois vous puissiez en torcher tout un tas. Et là ça devient rentable. On commence par un petit jeu de survie que vous connaissez peut-être, Minecraft. Non, on va éviter de citer les jeux un peu trop connus, ou que j'ai déjà trop présentés sur la chaîne. L'idée c'est que quand vous scrollerez la liste des jeux Game Pass sur votre Xbox, quelques titres vous reviennent en tête grâce à cette vidéo. Parce que je pense que vous avez pas besoin de moi pour savoir que Forza Horizon 5 c'est trop bien. Je commence par vous recommander Hi-Fi Rush, le jeu qui avait fait sensation chez Xbox début 2023, alors qu'on sortait d'un désert d'exclusivité de plus de 1 an et demi. Bah lui il a bien plu. Moi habituellement je suis pas fan de beat'em all, mais la dimension rythmique dans les coups, ça apporte de l'originalité notamment avec les musiques qui passent en fond. Mais je l'ai pas encore fini donc j'ai pas plus de choses à vous dire que ce que vous savez déjà. Si je vous en parle, c'est surtout pour mentionner le studio Tango Gameworks. Parce que sur le Game Pass standard, il y a aussi leur jeu précédent, qui est sorti 1 an avant et qui n'a rien à voir, Ghostwire Tokyo. A la base, c'était sorti en exclusivité PlayStation 5, alors que Bethesda avait déjà été racheté par Xbox, donc c'est rigolo. De mémoire, il avait pas eu une super réception, donc j'en attendais pas grand chose. Et c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce qu'il m'a très agréablement surpris. Déjà, je suis fan des jeux Yakuza, donc j'aime me balader dans un Japon moderne. Mais là, le twist, c'est que c'est un vrai open world surnaturel, où t'as des démons et plein de pouvoirs. Ça se joue à la première personne, et j'ai trouvé le système de combat assez fun. Parce que c'est pas un copier-coller de trucs qu'on a déjà vu avant. Et même dans sa construction en monde ouvert, c'est fait à la japonaise. Et ça se sent direct que c'est pas fait par un studio occidental. Et ce dans plein de petits trucs que j'arriverai pas toujours à identifier, mais qui font que c'est un peu moins cliché. Je suis pas friand d'open world habituellement, mais là c'était digeste. Bon, le scénar balèque, un peu what the fuck à la japonaise justement, mais tout ce qu'on me faisait faire ludiquement à l'intérieur, pouvoir courir, voler d'un building à l'autre, se battre sans des armes à feu, et explorer des quartiers de Tokyo hyper détaillés. Si on met de côté les démons qui veulent te tuer, ça m'a rappelé mon voyage là-bas. Donc j'ai kiffé. Et si vous avez pas l'occasion de voyager, bah maintenant, en plus de la série Yakuza, je peux vous recommander Ghostwire Tokyo. Parce que c'est assez dépaysant. Même si c'est pas excellent. Mais bon, c'est inclus dans l'abonnement, c'est pas comme si tu l'avais payé 70 balles. Donc je vous dirais que ça vaut le coup de tester. Ensuite, rien à voir, Jusant, un jeu d'escalade français. C'est loin d'être une simu, c'est plutôt si tu veux un truc contemplatif à la journée. J'aime beaucoup sa DA épurée, c'est fluide, c'est joli. Et manette en main, comme Ghostwire Tokyo justement, je trouve qu'il exploite bien les gâchettes. C'est plaisant de se servir de la manette. Et puis l'escalade, on voit ça souvent dans les jeux vidéo, en mode petite phase annexe pour rythmer l'aventure, mais sous cette forme, c'est absolument pas répandu l'escalade ludique. Dites-vous que parfois ça m'a rappelé des sensations que j'avais sur Shadow of the Colossus quand j'escaladais un colosse. Bon, sauf que là c'est des murs fixes. Donc c'est une chouette aventure rafraîchissante à découvrir et qui dure vraiment pas longtemps. Donc c'est parfait dans le cadre de cet abonnement. Ensuite, pourquoi ne pas vous lancer dans A Plague Tale Requiem? Surtout qu'ils ont annoncé la suite là récemment. Moi ça fait déjà un moment que je l'ai fait, et je me souviens qu'à l'époque, je l'avais direct enchaîné après God of War Ragnarok. C'était peut-être pas la meilleure idée, parce que même si objectivement je trouvais qu'il était un peu plus beau sur certains points, au global, artistiquement, les décors, la mise en scène, ici elle m'avait paru un peu cheap. Avec des plans cadrés un peu classiquement, et voir des cuts, ça m'a fait bizarre quand tu sors des plans séquences de God of War. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je l'ai quand même bien aimé, et c'est l'occasion de rappeler que parfois faut être dans les bonnes conditions pour jouer à un jeu, et que si tu sors de certains AAA, ton appréciation peut bien changer. Donc faut savoir quand se mettre dans le bon mood pour kiffer un maximum ces jeux. A Plague Tale Requiem, j'ai pas trop fait cet effort, mais il m'a quand même happé assez rapidement, par ses propositions ludiques que j'ai trouvées beaucoup moins répandues
dans le monde du AAA. Alors il y a bien des phases d'infiltration, mais pas comme j'aime pas à la Naughty Dog ou à la Ubisoft. Il n'y a pas non plus de combat bourrin, donc c'est souvent de la réflexion et des énigmes basées sur le déplacement. Vu que le gimmick principal c'est qu'il y a une invasion de rats qui grouillent par milliers, donc déjà visuellement ça rend bien, mais une grande partie du gameplay tourne autour de ça. Quel mécanisme tu vas enclencher pour pouvoir te frayer un chemin au milieu de tous ces rongeurs? Parfois une torche avec du feu ça suffit à les faire fuir, mais parfois ça va un peu plus loin. Encore une fois, le tout est de ne pas être dans un mood bourrin, mais moi qui suis un garçon tendre, j'ai aimé cette approche non violente. Bon, je dis ça, il y a quand même des phases violentes, hein, mais vous avez compris. Ce que j'apprécie, c'est que s'il copiait un God of War justement, il ferait jamais mieux. Et il aurait pas cette identité qu'il a aujourd'hui avec ces milliers de rats qui se déplacent tel un liquide qui te dévore dès que tu les touches. Ça crée des imageries que j'ai vues que dans ce jeu, ou dans l'épisode précédent. Mais lui par contre, je l'avais lâché beaucoup plus tôt. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood justement. Mais en y repensant, non quand même, le 2 est mieux. Fin 2022, c'était une des rares très bonnes exclusivités next-gen. J'enchaîne avec As Dusk Falls. Un jeu narratif avec un style graphique très original, image par image. Donc même en mode performance, on est sur du 1 FPM, c'est-à-dire une frame par minute. Mais je vous le disais, avec A Plague Tale, c'est cool les jeux qui ont une identité. Grâce à certains éléments caractéristiques, tu vois que c'est ce jeu-là et pas un autre. Et là, As Dusk Falls, ils ont quand même réussi à avoir un style visuel qui m'en rappelle pas vraiment d'autres. C'est juste que ludiquement, ça va pas hyper loin, hein. Dans le gameplay, on n'est pas très éloigné d'un Walking Dead. Faut toujours faire des choix parmi plusieurs options, et ça va créer des embranchements dans le scénario. Il y a aussi pas mal de non-choix, en vrai, comme il est assez coutume de le faire dans ce genre de jeu narratif, mais tant que l'illusion passe que t'as eu un impact sur l'histoire, je trouve que ça suffit. Il y a des bonnes idées narratives, des bons petits moments de tension, donc ouais, assez sympa à suivre. Un soir, plutôt que de regarder des séries en couple, lancez-vous ce jeu narratif, et comme ça vous pourrez débattre de quel choix est le mieux dans telle ou telle circonstance. Je pense que c'est une autre façon de bien l'apprécier. Another Crab's Treasure, en revanche, vaut mieux y jouer tout seul vu que c'est un Souls-like. Mais dans un univers sous-marin trop rigolo. Je vais passer vite parce que j'en ai déjà parlé dans mon top 10 de 2024, donc c'était juste un petit rappel qu'il est bien toujours dans le Game Pass. Et tant que j'y suis, jouez aussi à Dungeons of Interberg. Je le dirai jamais assez. Si vous aimez Persona et Zelda. Resident Evil 2 Remake. Bon, j'avoue, il est très connu lui, mais je le cite parce que c'est l'exemple parfait d'un AAA parfaitement adapté au Game Pass, vu qu'il se finit vite. Début 2019, c'était le premier gros remake de Capcom qui reprend un jeu culte, mais pas pour le remasteriser, vraiment pour le refaire avec des idées très nouvelles. En essayant de briser les attentes des fans par moment, un peu comme ce qu'a fait Final Fantasy VII Remake. Et cette approche, je la trouve géniale. Alors que moi, j'avais même pas joué à Resident Evil 2 à l'époque. J'ai testé vite fait le début, il y a quelques années, quand je testais les jeux piratés sur ma Dreamcast et ma GameCube, mais j'étais jamais allé bien loin, donc j'ai pas d'affect pour la structure du jeu, et pourtant ce remake m'a beaucoup plu. Alors qu'à contrario, il y a des années, j'ai trouvé dans un cache la version PS1 de Resident Evil 3, dans laquelle je me suis bien investi, mais quand je me suis lancé dans le remake du 3, je trouvais le level design plus brouillon, l'aventure moins bien rythmée que dans le 2. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué à l'original. Resident Evil 2, en soi, c'est un bon jeu d'action Metroid-like, avec une ambiance pesante, horrifique. J'aimerais vous dire que ça fait pas vraiment peur. Il y a quand même l'autre fou là qui te suit dans les couloirs, qui surprend, mais ça dure jamais bien longtemps. J'étais parti pour le tester juste quelques heures comme l'épisode original que j'avais lancé sur Dreamcast pour voir qu'est-ce qui changeait. Mais non, finalement, je suis allé jusqu'au bout. Et en le finissant, j'avais eu envie de le refaire parce que tu peux prendre un autre personnage pour suivre une timeline un peu différente. Donc la replay value est excellente et il y a presque un côté arcade dans l'approche de certains modes de jeu. C'est un titre, rien que dans le gameplay, comment ça répond manette en main, c'est très satisfaisant. C'est un vrai bon jeu dans le sens premier du terme. Donc je m'adresse aux 4 personnes qui l'auraient toujours pas lancé, c'est pas parce que c'est une hyper grosse série dont on entend un peu trop parler peut-être, que c'est forcément mainstream à jouer. Par contre ça fait bizarre avec tous les jeux d'aujourd'hui qui ont une telle justesse dans les dialogues, avec un jeu d'acteurs réaliste. Là dans Resident Evil, voir des persos aussi clichés qui disent des trucs de série B, t'as l'impression de revenir bien des années en arrière, mais limite en fait ça fait partie du charme. Si ça se prenait trop au sérieux, ça aurait pas la même saveur. Un jeu très sérieux, Crash Bandicoot 4. Très connu également, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la PS4 Pro, vu qu'il tournait vachement bien. C'est un jeu, faut y jouer sur une version pro, sur la Xbox One originale, pareil que sur la PS4 Fat, ça manque d'une fluidité adaptée
à ce type de platformer 3D. Mais bon, sur Xbox Series, nickel. Je vais le redire, c'est un des meilleurs jeux de son genre, à réserver à des gens qui connaissent justement bien le genre parce que la difficulté est corsée. Mais quand c'est ce que tu recherches, je le trouve carrément mieux que les 3 premiers. J'ai un peu de mal à mesurer aujourd'hui ce qu'il en est, mais j'ai bon espoir qu'avec le temps, Crash Bandicoot 4 devienne au moins aussi culte que tous ses prédécesseurs. Parce qu'il mérite de ouf. Et le Game Pass, ça peut être l'occasion de lui laisser sa chance. Comme Cocoon, un jeu d'aventure énigme, donc pas d'action, mais pourtant ils ont quand même réussi à caler des combats de boss. C'est pas banal. Et le gameplay non plus est pas banal, mais pourtant il n'y a aucun tuto, toutes les mécaniques viennent s'imbriquer naturellement. Si vous êtes un féru de réflexion, il y a de bonnes idées sur la base de bon bah je prends une boule, je la mets ailleurs, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la preuve que tout n'a pas déjà été fait dans le JV avec juste un stick et un bouton. C'est hyper simpliste à jouer, mais c'est riche. Et ça me laisse tellement optimiste sur comment le jeu vidéo peut continuer de proposer des choses créatives dans la sphère indé. Et c'est dommage que ça soit que les jeux indés qui reprennent une esthétique aussi épurée. Sans parler de gameplay minimaliste, j'ai l'impression que dès que t'as un gros jeu avec une grosse équipe, faut qu'il y ait 50 sous-menus, des éléments d'interface dans tous les sens. Alors que c'est cool aussi des bons jeux, mais avec des visuels et surtout un gameplay épuré. Bon, il y a des fois tu vas tourner en rond, à te creuser la tête, savoir ce qu'il faut faire, donc c'est parfait en écoutant un podcast. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à mon flux RSS ? Si en plus de mes vidéos, vous voulez m'entendre parler des heures, cherchez Retro Day One. Octopath Traveler 2, un des meilleurs RPG modernes qui a pourtant une esthétique très rétro. Et non, c'était un piège ! Il est beaucoup trop long. Et plus un jeu est long à finir, plus il te coûte de jours d'abonnement. Des jours que tu peux pas consacrer à finir d'autres jeux plus courts. Donc là, ça peut revenir plus cher que d'acheter le jeu d'occasion. Seulement, Octopath Traveler 2 fait partie de ces anomalies, ces jeux qui, à l'époque de leur sortie, ne sont arrivés que sur Switch et PlayStation, donc quand la version Xbox est arrivée bien après, ils ont pas fait l'effort de le sortir en boîte, mais directement dans le Game Pass. Donc c'est un jeu full démat, alors je serais jamais fan de l'idée de le payer plein pot sur le store. Donc si vous avez déjà un mois de Game Pass Premium, que vous avez fini la plupart des trucs que vous vouliez, qu'il vous reste une semaine en rab à la fin, bon bah ça peut être l'occasion de profiter de la présence d'Octopath Traveler 2 pour pas avoir à le payer plein pot en démat. Et là j'avoue, ça peut être rentable si t'es efficace et que tu traînes pas trop à le finir. Dans le même genre, Persona 3 Reload, si t'as prévu de pas te doucher pendant une semaine, ça peut le faire. Ça m'a surpris qu'il soit déjà dans le Game Pass standard. C'est tentant, mais vous faites pas avoir. Lui, il est sorti en physique. Et tu peux facilement te trouver un disque Xbox à moins de 30 balles sur Vinted, ça sera un meilleur deal et tu l'auras pour toujours. Et puisqu'on parle de Sega et des RPG d'Atlus, vous savez que j'aime bien ça, bah je peux mentionner l'arrivée assez récente de Métaphore Refantasio dans le Game Pass. Et vu que lui à sa sortie il était sur aucun abonnement, uniquement achetable à l'unité, bah quand des mois plus tard il est arrivé sur le Game Pass, il comptait pas comme un jeu Day One. Donc il est passé direct dans le standard sans passer par la case Ultimate. Lui aussi il est dispo en physique, donc vous faites pas avoir. À la limite dans ce cas-là, le Game Pass c'est plus pour tester le début, comme une petite démo. Sauf que lui il a déjà une démo gratuite qui couvre presque les 10 premières heures du jeu. Donc métaphore, on oublie. Et à mon avis, si vous voulez vraiment un RPG moderne ambitieux, dispo sur le Game Pass, bah jetez-vous plutôt sur Clair Obscur, vu qu'il est bien plus court et meilleur. Mais lui, il est encore que dans le Ultimate pour le moment, donc hors sujet, mais gardez un œil sur lui. En proposant plusieurs paliers d'abonnement, les différents constructeurs veulent te faire opter pour la plus chère. Et jouer sur la corde du « T'as vu, tu rates des trucs ?» Donc sans les nouveaux jeux Day One, le Game Pass standard peut sembler nul, mais en fait non. C'est un super deal. C'est juste que comme tous les abonnements, c'est rempli de pièges dans lesquels faut pas tomber. Pour être sûr que ça reste rentable. Par exemple, évitez de prendre des formules d'abonnement à l'année. Ça peut paraître rentable, mais en vrai, vous allez pas tout le temps vous en servir. Et ça vous empêche de switcher d'une formule d'abonnement à une autre. Or, on l'a vu, il n'y a pas besoin d'être constamment abonné à la formule Ultimate. J'espère que je vous aurai donné quelques idées. Et si vous aussi dans les commentaires, vous avez des idées de jeux à proposer, ça pourra aiguiller tous ceux qui vous liront. Donc allez faire un tour en bas pour voir ce que les autres en disent. Sinon bien sûr il y a d'autres jeux que je vous conseille comme Fable, Psychonauts 2, Doom Eternal, mais ceux-là, je vous les ai déjà présentés dans cette vidéo sur toutes les pépites du Game Pass Core pour les plus fauchés d'entre vous.